Madame, Monsieur, bonsoir. Troisième et dernier jour du 14e sommet US-Africa pour les affaires. Un sommet qui, rappelons-le, a été organisé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui a connu bien sûr la participation pendant ces 3 jours de personnalités du monde politique, économique, mais aussi de représentants d'agences gouvernementales comme du secteur privé américain. Plusieurs pays africains sont présents ici à Marrakech et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir notre ministre de l'Industrie et du Commerce. Bonsoir Riyad Mzour. Bonsoir Madame Essène. Alors aujourd'hui, donc dernier jour, ma première question, vous l'attendez certainement, concrètement, qu'est-ce qui ressort? Quels sont les outcomes de ce sommet de 3 jours? Alors d'abord, ce sommet a été un énorme succès. Plus de 1500 participants, 80% du secteur privé, 450 entreprises américaines parmi les plus grandes qui ont participé, 20 ministres africains, une représentation des agences à tous les niveaux américains, une représentation des fonds internationaux, des fonds régionaux et de fonds marocains et du secteur privé africain. Donc un énorme succès en termes de présence. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a des contacts extrêmement intéressants pour développer des projets très très concrets dans des domaines très spécifiques comme la sécurité alimentaire, comme la souveraineté sanitaire et comme les infrastructures, qui sont des priorités de notre continent. Et nous avons aujourd'hui initié d'importantes discussions et d'importantes pistes de collaboration qui vont concrétiser et qui vont doper le développement. Alors ce qu'il fallait savoir, c'est que énormément de partenaires, notamment américains, ne connaissaient pas le potentiel, ne connaissaient pas le pipeline et les objectifs de projet que nous avions en Afrique et qui manifestent un intérêt extrêmement important. Et énormément d'entreprises américaines aussi avaient une idée un peu pas forcément adéquate sur le climat des affaires en Afrique et les outils qui sont à leur disposition et du côté américain et du côté africain, que ce soit au niveau public et privé, pour les accompagner, pour dérisquer leurs investissements et pour les accompagner techniquement. Et enfin, la base Maroc a eu toute sa place en tant que point de liaison entre le continent et les États-Unis et les Américains, et les entreprises américaines et les investisseurs américains et les investisseurs africains ont fortement compris l'utilité de se positionner sur la base marocaine pour aller conquérir les États-Unis, mais aussi pour développer le business en Afrique. La base marocaine, il est question aujourd'hui que le Millennium Challenge Corporation, d'ailleurs vous avez participé à un panel hier avec la présidente Alice Albright de ce Millennium Challenge Corporation qui a mis quand même $1 milliard sur la table pour le Maroc, qui est quand même une somme conséquente par rapport à d'autres pays africains. Le Millennium Challenge Corporation est en train de changer pour donner des compacts régionaux. Est-ce que vous avez parlé de ça avec Madame Albright? Est-ce qu'il a été question du positionnement du Maroc dans ces compacts régionaux du MCC? Clairement, puisque les compacts marocains ont été un franc succès avec des réalisations palpables et une transformation extrêmement importante en atteignant l'ensemble des objectifs qu'on s'était fixés. Donc, notamment dans l'industrie. Notamment dans l'industrie. Donc le Maroc est aujourd'hui considéré comme un modèle de coopération par les agences américaines. Mais le plus important n'est pas là. Le plus important... Si, quand même. Si, un peu, mais le plus important, si vous permettez que je puisse... Bien sûr. C'est important parce que c'est du financement. Non, aussi. Mais au-delà du financement, les bons projets trouvent toujours les financements. L'important, c'est d'avoir le bon projet. Aujourd'hui, les États-Unis sont dans une position un peu délicate en Afrique. Les échanges entre les États-Unis et l'Afrique ont baissé d'environ 50% durant les dernières années. Alors que l'Afrique exporte plus et importe plus. Donc la position américaine en Afrique est en train de se réduire. Durant la même période, les échanges entre le Maroc et les États-Unis ont été multipliés par 3. Donc le modèle des relations économiques entre le Maroc et les États-Unis est un modèle à dupliquer pour renforcer cette intégration entre l'Afrique et les États-Unis. Et donc c'est là-dessus que nous travaillons avec les agences. C'est pour ça que les agences américaines se sont réunies pour être plus efficaces et elles se sont réunies avec le pays qui est le plus proche, à rappeler que c'est le seul pays qui a un accord de libre-échange avec les États-Unis, avec le pays où les résultats sont le plus palpables et en termes d'efficacité par rapport à l'appui que vous avez cité, mais aussi au niveau des échanges, pour pouvoir
à partir de ce pays, utiliser ce modèle et l'utiliser comme leader et comme moteur de cette intégration régionale et de cette relation régionale avec les États-Unis. Vous pensez que c'est un moteur de l'intégration régionale, le fait que le Maroc soit le seul pays, en tout cas le premier en Afrique, à avoir un accord de libre-échange avec les États-Unis? C'est une opportunité ou un frein pour l'intégration régionale? C'est une opportunité énorme. Pour les pays africains? Oui, bien évidemment. Comme vous le savez, on a 17% de la population pour 3% des échanges mondiaux. Donc le plus important pour nous, c'est d'ouvrir des marchés. Et d'ouvrir des marchés et de développer. En ouvrant nos marchés, on attire plus d'investisseurs. Ça veut dire que quand on a un investisseur qui vient pour 3% du marché mondial, ça n'est pas suffisant. Il n'a pas la taille suffisante, il n'est pas suffisamment compétitif. Mais quand il vient pour 20 ou 30% du marché mondial en ouvrant vers les États-Unis ou en ouvrant vers l'Europe, ça devient beaucoup plus intéressant, d'autant plus qu'il y a 30% de la jeunesse mondiale qui est en Afrique et une grosse partie des réserves de matières premières et des terres arables qui est en Afrique. Donc il y a un gros potentiel de transformation, d'abord de cerveau, ensuite de matière, et tout cela nécessite juste l'ouverture de nouveaux marchés et bien évidemment de l'investissement dans l'infrastructure pour pouvoir avoir les facteurs et les outils de production et avoir la capacité d'amener des intrants et de sortir des produits. Et ça s'est concrétisé lors de ce sommet. Je reviens encore. Ça ne s'est pas concrétisé. Est-ce que vous pensez que ça s'est concrétisé, ce rapprochement tripartite, oui, ou en tout cas ce partenariat tripartite États-Unis, Maroc, Afrique? Est-ce qu'il y a alors, une annonce peut-être à retenir? Alors, des annonces très précises, pas pour l'instant. Mais ce qui est important, c'est qu'on a aligné les orientations. On a aligné l'analyse, le diagnostic et on a démarré sur des projets concrets. Les projets concrets, bien évidemment, faire un deal sur un port ou faire un deal sur une centrale électrique, ça prend un peu de temps. Oui, mais en tout cas, réalistes. Voilà. En tout cas, ce que l'on sait, tous ensemble, partenaires américains et plus de 20 ministres africains qui étaient là, c'est qu'on s'est fixé un cap, on s'est fixé une direction et surtout on s'est fixé une philosophie de travail qui fait que nous partons tous dans le même sens. Et c'est le but et le rôle de sommets comme cela. Et s'il y a des intentions de projets qui se démarquent? Il y a des intentions de projets extrêmement intéressants. Il y a des intentions de projets en mixant, par exemple, sur le coton au Burkina Faso pour la transformation et en faisant de la filature. Il y a des intentions de projets sur la mangue et sur le manioc en Côte d'Ivoire. Il y a des intentions de projets extrêmement intéressants avec de l'innovation africaine, avec de la valorisation, avec la transformation pour la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire du continent et même du monde à partir du continent. Donc toutes ces directions, tous ces projets, toutes ces pistes, nous sommes en train de travailler avec les équipes techniques pour faire avancer ces intentions et ces idées et ces intentions de collaboration en projets concrets et les mettre sur la table pour avoir le financement et l'appui technique nécessaire, qu'ils soient marocains, qu'ils soient africains, qu'ils soient des fonds internationaux ou qu'ils soient américains. Vous avez une annonce à faire dans ce sens? Non, pas encore. Pas encore. Pas encore, on n'y est pas encore. Très bien. Alors, je voudrais revenir à présent avec vous au contexte dans lequel se tient ce sommet, contexte international assez délicat, voire même un peu dangereux pour plusieurs économies, notamment africaines. Et je parle là ne serait-ce que sur le volet sécurité alimentaire. Il y a aussi même les poussées inflationnistes, le Maroc n'y échappe pas. Il y a eu ce rapport de la Banque mondiale qui vient de tomber hier. Est-ce que vous pensez que tout ce que vous venez de dire, Monsieur le ministre, est très important pour l'avenir, mais pour aujourd'hui? Alors pour aujourd'hui, moi je suis une personne qui utilise les crises comme opportunité. Et au Maroc, on n'est jamais aussi bon qu'en temps de crise. Vous l'avez vu pendant la période Covid, on est inventif, on crée des solutions et on est une population, la population africaine d'une manière générale, extrêmement résiliente. Et donc par rapport à ça, on a pas mal d'opportunités. Si le grenier à blé du monde, ou l'un des greniers à blé du monde est en crise, ça offre des opportunités parce que 80% des terres arables qui ne sont pas cultivées sont en Afrique. Non, mais est-ce que le Maroc est prêt pour changer de stratégie agricole et de re-switcher vers les céréales? On y est. Parce que je parle du Maroc en particulier. Après, on élargit vers l'Afrique. On y est et on y travaille. Mais je vous dis, ça regorge d'opportunités. Alors le Maroc, est-ce qu'il est prêt pour switcher? Ce switch-là ne se fait pas immédiatement. On a fait des switches sur le tournesol pour nous adapter à la crise de l'huile. On est en train de faire quelques switches, mais ce switch-là ne se fait pas immédiatement, ça prend aussi du temps. Par contre, le Maroc est prêt
Et les opérateurs marocains sont prêts à aller valoriser ces 80% de terres arables qui sont en Afrique. Ça créera des jobs en Afrique et ça assurera la sécurité alimentaire du Maroc. On est en train de se voir comme un continent. Comment ? Ça veut dire des investisseurs marocains, des investisseurs dans l'agro-industrie et dans l'agriculture marocaine, aujourd'hui sont en relation avec des États, avec des partenaires dans certains pays africains pour travailler ensemble sur la valorisation de centaines de milliers d'hectares qui vont permettre de renforcer la sécurité alimentaire de ces pays-là et du Maroc aussi. Mais quel serait justement le rôle du Maroc là-dedans ? Le rôle du Maroc, à part ces investisseurs qui vont concrètement... C'est déjà un rôle extrêmement important d'avoir des investisseurs marocains qui puissent cultiver des céréales et approvisionner le Maroc. C'est déjà un rôle extrêmement important. Donc nous allons soutenir... Ce que fait par exemple l'Inde ou la Chine, le Maroc est capable de faire dans des pays africains. Les opérateurs marocains sont d'ores et déjà en train de le faire. Nous allons multiplier ça et nous allons mettre des outils à leur disposition pour les encourager à le faire. Et nous allons soutenir toute la chaîne de valeur. Quels sont ces pays, Riyad Mansour ? Nous avons des pays que nous avons identifiés qui sont aujourd'hui en cours de discussion. Nous ne pouvons pas en dire plus pour l'instant. Donc nous n'allons pas produire au Maroc, mais relocaliser ou délocaliser la production des céréales dans notre pays au Maroc. La production des céréales au Maroc est fortement liée à la pluviométrie, comme vous le savez. Donc on a un problème. Sauf qu'on produit d'autres choses, d'autres fruits et légumes, très aquavores d'ailleurs. Mais les terres sont pas... Vous n'êtes pas ministre de l'Agriculture, non, mais les terres, le sujet les terres et le terreau, c'est pas forcément adapté. Mais bon, ça on peut en parler, c'est une autre histoire. Et on a un problème de l'eau à régler. Il y a un ministre de l'eau qui a une stratégie, qui a une vision et qui est en train de travailler dessus. Ça va prendre 4-5 ans pour régler définitivement ce problème parce qu'on va moins le lier à la pluviométrie et plus le lier au dessalement avec un flux d'eau qui est permanent et nous avons des capacités de produire ça avec l'énergie renouvelable qui est extrêmement compétitive et de plus en plus compétitive aujourd'hui et les technologies de dessalement qui sont en train d'évoluer. Donc le problème de l'eau, on a une stratégie claire dessus qui va nous rendre un peu moins dépendants de la pluviométrie. Et de l'autre côté, nous avons aussi une transformation de notre outil de production pour pouvoir répondre à nos besoins et aussi un partenariat fort intégré avec les autres pays africains, comme l'a voulu Sa Majesté, pour pouvoir assurer le développement, le co-développement que nous voulons, la sécurité alimentaire de ces pays et notre sécurité alimentaire aussi. Les sécurités énergétiques. Sécurité énergétique, nous avons les moyens de l'assurer nous-mêmes. Ah bon ? Bien évidemment. Nous sommes l'un des pays les plus compétitifs au monde pour produire de l'énergie renouvelable. Mais est-ce qu'on nous pouvons... consomme au Maroc ? Attendez. Est-ce que, effectivement, nos industries... Attendez, nous avons un plan. Nous avons un plan pour atteindre 52% de capacité de production électrique à fin 2030. Nous sommes déjà à 35, donc nous avons fait les 2 tiers du chemin. Vous pouvez le reconnaître. En deçà des objectifs oui, initialement on est en deçà, fixés. mais on n'est pas trop en deçà. C'est quand même pas mal 35 par rapport aux 42 qui étaient visés. Quand on entend ces 35%, est-ce que nous, on en profite ? Est-ce que nous, Marocains... Oui, bien sûr qu'on en profite. Alors, encore une fois, le Maroc a une parole, a une signature. Nous avons démarré bien avant que cette énergie renouvelable atteigne cette compétitivité. Et à l'époque, nous cherchions les investisseurs. Nous avons signé avec eux pour 25 ans, pour 30 ans, et nous respectons notre signature. Aujourd'hui, nous avons des projets et nous travaillons sur l'additionnel pour pouvoir approvisionner notre industrie d'abord pour la rendre plus compétitive, ce sur quoi nous travaillons et nous allons le déployer très très rapidement. Et ensuite, nous sommes aussi considérés comme un pays qui est en mesure d'assurer la sécurité énergétique d'autres pays. Il y a des projets pour fournir par exemple 7 à 8% d'électricité de Grande-Bretagne à partir du Maroc. C'est dans le pipe, c'est loin. C'est pas très loin, nous en avons parlé avec mon collègue pas plus tard qu'au début de la semaine dernière. Au début de cette semaine d'ailleurs, nous avons parlé avec mon collègue britannique et ils sont très 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 intéressés. Bon, maintenant il y a des petits changements politiques. Non, le financement n'est pas un problème. La seule petite chaîne qui reste, c'est les négociations sur le feed-in tarif, sur le prix d'achat que les Anglais vont mettre de l'autre côté pour pouvoir boucler la chaîne. Mais le projet est bancable, le projet est finançable et il n'y a pas mieux que le Maroc pour développer et pour renforcer la sécurité énergétique, non seulement du Maroc, mais aussi celle de l'Europe. Made in Morocco, made with Africa. Made in Morocco, made in Africa. With. Made in Africa, because we are part of Africa. Certainement. Très bien. Merci beaucoup. J'aurais aimé vous poser plus de questions, mais le temps nous a malheureusement rattrapés. Merci Riyad Mansour. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien en marge du 14e sommet des affaires Afrique-USA à Marrakech. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.